Yannick, tu es avec nous et ça fait plaisir. Salut tout le monde! Yannick Parent, qui est courtier immobilier. J'allais dire, tu es un homme complexe et mystérieux. Ah oui, tellement, selon ma blonde en tout cas. Ah oui, veux-tu qu'on ouvre la discussion? Peut-être, Mélanie, on va l'appeler. Bienvenue dans ce segment de thérapie de couple. Ah oui, on parle sexe Tous et les jours, confidence. nous accueillons une personne, n'importe laquelle, qui vient nous parler de son couple. Thérapie de couple. Je m'appelle Yannick, j'ai des problèmes. Ta blonde, qui est aussi ton associé, Ouais. soit dit en passant. Est-ce que c'est difficile de travailler avec conjoint-conjoint? Hey, moi, c'était tellement le monde idéal pour moi, là, elle va m'entendre. Elle dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Non, mais moi, j'idéalisais ça au maximum. Puis aujourd'hui, je te dirais, je suis vraiment content de travailler avec ma blonde. Premièrement, pas mal plus cute que mon ancien boss policier, je peux te dire. Mais deuxième des choses, il a vraiment fallu qu'on se jauge un peu, je vais te dire comme ça au départ. Parce que la première chose que Mélanie m'a dit, elle a des origines italiennes en plus, c'était « t'es pas mon boss ». Je la comprends. Je la comprends. Pas mon boss, Je la c'est mon comprends. boss. Oui. Puis Ouais. on t'a avec nous, oui, parce qu'on a l'angle courtier immobilier dans les prochaines minutes, mais aujourd'hui, c'était une journée importante pour toi. Tu as le chapeau d'ex-policier, puis tu Ouais. avais envie de t'exprimer sur un décès, un triste anniversaire aujourd'hui. Oui, merci de me donner cette tribune-là, vous deux, pour le faire. C'était un triste anniversaire parce que le 19 juillet 2019, l'agent Patrick Bigra de la Sûreté du Québec s'est enlevé la vie. Et il est parti, donc 19 juillet 2019, il y a de ça 7 ans, quasiment jour pour jour. Et on se souviendra de lui parce que, pas tout le monde le savait, mais c'est fait partie des policiers qui sont intervenus dans l'histoire du cardiologue Guy Turcotte, un des premiers policiers arrivés sur place. Et selon ce que j'ai lu, c'est quelqu'un qui est resté marqué longtemps par ces événements-là. Alors, petite parenthèse pour dire une pensée pour lui, ses proches aujourd'hui, et aussi sur le fait que les policiers, au-delà de l'uniforme, il y a des êtres humains en arrière et c'est pas facile. Mais ça m'ouvre une porte quand même sur est-ce qu'on offre assez de support psychologique? Parce que, je veux dire, il y a des drames, des fois, vous êtes placé devant des situations horribles. Est-ce que vous avez assez de support psychologique ensuite? Ben, moi, j'ai fait des statuts là, sur mes réseaux sociaux avec ça il y a quelques mois de ça, puis il y a des policiers qui m'ont écrit pour me dire c'est mieux qu'avant, mais ça sera jamais encore assez, tu sais. Ça sera jamais encore assez parce que, écoutez, les policiers vont voir des choses que des fois, en 1 an, 2 ans, que des gens verront jamais dans leur vie. Puis je pense que l'accompagnement sera jamais suffisant pour supporter, je pense qu'on peut avoir plus d'aide qu'à mon époque, à moi, mais il y a encore un bout de chemin à faire. Puis c'est pas facile non plus. Non. On est encore disons-le, quand t'es policier, là, tu portes la veste par balle, t'es tough, tu sais. T'es au-dessus de ça, tout ça. Puis t'as une image un peu, une carapace que tu véhicules volontairement aussi auprès des gens que tu côtoies. Autant tes collègues que les citoyens, parce qu'il faut que tu sois un peu au-dessus de la mêlée. Mais en dessous de ça, là, tu restes le petit gars puis la petite fille que t'es vraiment, puis t'es sensible, puis tu peux te faire ramasser par des événements événements comme ça. C'est pas, tu sais, d'être vulnérable, là, je veux dire, c'est pas une faiblesse, c'est ça l'affaire. Non, t'as raison, Isa, mais dans ce milieu-là, qui historiquement, c'est un peu comme des corps de métier, comme l'armée, comme tout ça, des fois, c'est plus difficile. Aujourd'hui, je pense que c'est plus ouvert à ça, mais les policiers qui sont encore, mes collègues qui sont encore là me disent que c'est encore pas facile. Il y a un peu de culture, de la bravade et de l'apparence là-dedans, ici, évidemment. C'est clair et net, absolument. On te change de casquette. Oui. L'ami Yannick Parent, tu es courtier immobilier et c'est toujours un plaisir de jaser de courtage avec toi. Tu es au courant, comme je pense toute la planète québécoise, là, des événements des dernières semaines. Là, bon, quand même plusieurs courtiers, justement, là, qui se sont fait prendre un peu... ou en fait il y en a qui sont partis, on pense à Rémi Chapado, entre autres, qui a quitté Remax à cause des prix de courtage, qui voulait mettre à la baisse, puis s'est fait pointer du doigt. Tu étais là, je pense qu'on a accueilli Rémi Chapado il y a quelques temps. On en a reparlé d'ailleurs, il y a cet autre courtier, Samuel Bérubé, qui voulait, lui, carrément afficher là, un taux de rétribution plus agressif, moindre que ce qui est un peu la norme, là, entre 4 et 5 % là, de l'industrie. Et on lui a immédiatement montré la porte, là, grosso Proposer modo. un taux de 1,25 %. Effectivement. Et donc, ça ramène encore une fois sur la table là, la question de cette industrie. T'aimes pas que je parle de cartel. Je vais donc éviter d'utiliser l'expression par respect pour toi, mais je pense qu'on peut dire qu'il y a un peu de collusion, peut-être. Il y a des gens, puis je pense pas que ce soit les courtiers les principaux responsables, mais quand même, il y a plein d'acteurs qui ont intérêt à ce que ça ne change pas. Et là-dessus, quand une industrie comme celle-ci veut pas changer, malgré certaines pressions, des fois, il faut que le politique s'en mêle. On a reçu là, cette proposition de Québec solidaire, avec qui je
souvent en désaccord, mais je dois t'avouer que là-dessus, je trouve que QS faisait œuvre utile. Et je vais quand même juste rappeler leur proposition. Ils veulent plafonner la commission des courtiers en fonction du prix affiché. Donc, si tu affiches une maison à un prix, ce sera cette commission-là. Et non en fonction du prix final, parce que des fois, bon, ça bouge. Et la deuxième affaire, évidemment, c'est de rendre transparentes les histoires là, de surenchère. On a eu des petits scandales, etc. au cours des dernières années. On va tout de suite peut-être passer à Simon Clich-Rivard. Faire réagir Yannick Parent. On va attendre de la voix de Simon Clich-Rivard un peu d'où vient cette proposition-là, puis tu pourras réagir tout de suite après. Yannick, Simon est bien avec nous. Bonjour, Simon. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, d'où vous vient un peu ces propositions? Vous avez vu, comme nous tous, les différentes histoires. D'où vous vient cette idée, là, soudainement, de proposer ces mesures? Bien, l'idée à la base, c'est que ça coûte de plus en plus cher. C'est de plus en plus difficile. Puis je pense aux jeunes, je pense aux familles aussi, mais je pense un peu à tout le monde. Là. Tout le monde est comme frappé. Puis on parle beaucoup de locataires, là, mais c'est important aussi de parler des propriétaires qui eux, essayent de changer de maison ou d'obtenir une première maison. Puis on essaie de voir là où il y a des possibilités d'aller chercher un petit peu de réduction, disons, de l'impact là, sur le portefeuille pour les gens. Évidemment, c'est pas la seule mesure. Ça fait partie d'un bouquet de mesures qui peut être intéressante. Et là, quand on commence à gratter les options, c'est sûr que les commissions, le prix de vente, comment ça se passe là, en matière de courtage, c'est un must. Là, on est obligé de regarder ça. Puis là, nous, on regarde qu'est-ce qui se passe. On regarde aussi l'expérience du vécu là, de plusieurs gens qui ont vécu des situations. Des fois, ça se passe très bien, on s'entend. Là, en fait, la majorité du temps, ça se passe très bien. Il y a d'autres situations où il y a des gens qui nous rapportent avoir vécu des pressions. Là. Puis là, on parlait tantôt du prix d'affichage. Puis on sentait, là, beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils sentaient que le courtier était intéressé à ce que le prix monte pour le prix de vente final parce que la commission montait avec. Évidemment, on ne fera pas le procès d'intention de chacun. Là. Chacune se gouverne en conséquence de ses intentions. Mais il est sûr qu'il y a quelque chose à regarder là-dedans. Puis nous, on cherche les façons de protéger le plus de monde possible avec des propositions qui méritent d'être discutées certainement. Comment vous aimeriez le mettre en place? Il y en a un qui est simple. La question, c'est que c'est le prix de vente qui est aussi le prix d'affiché qui est le prix de la commission. Ça me semble être quelque chose qu'on peut mettre en place par voie réglementaire, par voie législative. Donc, il n'y a pas d'intérêt là, directement nécessairement pécunier du côté du courtier à augmenter. L'autre volet, c'est la volet des ventes des surenchères à l'aveugle. Là, moi, on l'a vécu, tout le monde ici a déjà vécu, ou à peu près beaucoup de monde savent que finalement, on se fait dire qu'il y a 2, 3, 4, 5 acheteurs. On ne sait pas exactement c'est qui. On ne sait pas exactement combien les autres vont proposer comme prix de vente au-dessus. Puis finalement, on ne saura peut-être pas jamais, mais c'était peut-être 25, 30, 40 000 $ qu'on a payé de trop des fois, puis il faut le financer en plus. Puis ça, c'est une dette que les gens vont traîner sur 25-30 ans. C'est des réelles questions, alors que peut-être que le gars avait dit 500$ ou 1000$ de plus que vous, finalement. Là. Fait que c'est des questions qui méritent d'être étudiées. C'est pas simple, évidemment, c'est pas blanc ou noir, mais je pense qu'il faut qu'on ait la conversation de manière sérieuse. Sur la transparence des surenchères, moi, je veux avouer que c'est très blanc ou noir. Là. J'ai aucune idée à qui bénéficie, sauf à un très petit club de courtiers, là, cette idée de cacher l'information. Je veux dire, on a des enchères sur les chars, on a des enchères sur le fromage, on a des enchères à la criée pour la Saint-Jean. Je veux dire, pourquoi les maisons, ça serait comme tellement un secteur à part? Et là-dessus, moi, la question que j'ai pour vous, Guillaume, pourquoi c'est encore comme ça? Là? Je veux dire, on a quand même des gens qui sont dans les gouvernements, on a eu les libéraux, les péquistes, les caquistes. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi personne n'agit sur le courtage immobilier alors qu'on voit quand même une série d'événements au cours des 10-15 dernières années? C'est dur à dire, là. Ça va être à eux de justifier pourquoi ils saisissent pas la proposition. Moi, ce que je sais, c'est que ça s'est chauffé beaucoup là, post-pandémie. Là. Les surenchères, on les a connues. Ça existait déjà, mais c'est devenu, disons, plus globalisé dans les dernières années. Puis là, il est temps qu'on s'adapte, il est temps qu'on s'ajuste. Peut-être que c'était pas sur la liste des 4-5 priorités pour agir dans ce milieu-là il y a 4-5 ans. Là, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important qu'on le fasse. Fait que nous, on est là pour soumettre des propositions. Là. Le mandat se finit, c'est ça le rôle de l'opposition. J'espère vraiment que ça va être saisi et qu'on va pouvoir avancer dans cette logique-là, parce que l'idée, c'est de protéger celui qui achète, puis d'être sûr que finalement le logement puis les propriétés soient abordables puis assez proches du prix là, affiché. Je comprends qu'il y a une surenchère, ça se peut.
mais qu'on sache finalement vraiment dans quel game on joue, puis combien l'offre offre de plus, puis pas perdre de l'argent pour rien. Là. Mais quand vous avez fait cette proposition-là la semaine passée, ça a été quoi la réaction du milieu? J'imagine qu'il y en a là, qui vous ont contacté quand vous avez proposé ça. Il y a du monde des deux bords. Hein. Moi, j'ai eu des gens qui sont plus du côté de ceux qui vont acheter, qui étaient excessivement contents de la proposition. Ceux qui sont plus côté courtier-vendeur, là, on remettait en cause. On disait que finalement, il n'y avait pas de démonstration claire que ça allait avoir un impact sur les prix, que finalement, il y avait les espèces d'arguments nuancés qui peuvent se valoir, mais l'exemple que vous donnez tantôt est très pertinent. Là. Pourquoi c'est seulement de même ces maisons? Pourquoi ça n'est pas sur les... Pourquoi c'est pas plus transparent? Pourquoi c'est pas plus ouvert? Moi, ce que j'entends plutôt, c'est que les familles, les gens, même là, moi, je suis beaucoup sur le terrain ces temps-ci, je fais beaucoup de porte-à-porte. Les gens m'en parlent, les gens me disent là. Nous, quand on a vécu des expériences, puis que ça finit 25, 30, 40, 50 000 $ plus qu'affiché, qu'on sait pas trop pourquoi, ça laisse un goût amer dans la bouche de ben du monde. Yannick, je te vois frétiller. Non, mais là, c'est intéressant, puis tu sais, je te l'écoute, puis je suis de nature ouvert d'esprit, mais il y a beaucoup de choses dans ce qui est dit aujourd'hui, puis merci de me permettre d'intervenir dans ce débat-là. Ce que je m'apprête à dire m'implique directement parce que je fais ce métier-là, tu sais, donc ça n'engage que moi. Peut-être que nos associations pourront éventuellement sortir aussi, que ce soit la PSIC ou l'OACQ, parler là-dessus. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je suis parfaitement d'accord avec le fait que c'est une industrie où on va gagner à avoir davantage de transparence dans le domaine des offres d'achat. Est-ce que le système actuel à l'aveugle est parfait? Probablement que non. Est-ce qu'un système ouvert, comme on dit, des enchères criées, ça a été démontré. Je m'excuse de le dire, mais Francis, on a déjà eu aussi cette discussion-là ensemble. Ça a été fait ailleurs, dans d'autres régions, dans d'autres provinces du Canada. Ça a été fait ailleurs aussi dans d'autres pays. Et force est d'admettre, les études ont démontré que les gens ne payaient pas nécessairement moins cher pour autant. Est-ce qu'il y a une solution entre les deux? Est-ce qu'on bénéficierait tout le monde dans le courtage immobilier, dans ce processus-là, qui ait plus de transparence? Oui, absolument. Ça, je suis d'accord avec ça. Où je décroche un peu, puis moi, M. Clich, je le vois comme un petit peu d'opportunisme. Je m'excuse de vous dire ça, là, mais moi, je le vois comme l'opportunisme politique de ramener ça sur la table, la réforme du courtage immobilier, parce que oui, il y a matière à réfléchir sur les façons de faire, mais il y a plein de milieux qu'on pourrait réformer. On va peut-être parler du domaine politique un jour, on va peut-être parler du domaine de la construction, on va peut-être parler aussi de différents domaines qui mériteraient aussi des regards. Je tiens à dire que ça, c'est important en termes de chiffres. Là, on est 17 000 courtiers au Québec, je veux le rappeler. Annuellement, il y a l'équivalent d'environ 3 000 enquêtes disciplinaires qui découlent d'environ 2 000 signalements du public. Et en bout de ligne, en 2025, ça a découlé à moins d'une cinquantaine d'enquêtes de constats disciplinaires du côté de nos associations. Donc, il ne faut pas généraliser, ça je le dis. Et c'est démonisé, je m'excuse, M. Clich, là, mais de dire que le problème, c'est le prix misé sur le prix affiché versus le prix payé. Écoutez, je comprends, c'est un bon débat, c'est une bonne question, mais c'est situer le problème, encore une fois, où il n'est pas, et c'est venir dire à tout le monde que le problème, puis ça m'énerve en tabarouette, que le problème, c'est les courtiers immobiliers. Arrêtez-moi ça. Ceux qui pensent ça, vous êtes à côté de la traque, vous comprenez pas le marché. Le marché, actuellement, ce qui le dicte, c'est l'offre et la demande. Je m'excuse, Francis, je te vois réagir. Oui, attendez-moi, laissez-moi finir, M. Clich. Quand tu fais une visite libre, puis tu as 50 visites un dimanche après-midi, puis tu as 12 offres là, le lundi matin, permettez-moi de vous dire, c'est pas tous les courtiers qui aiment ce genre de processus-là. C'est beaucoup plus facile d'avoir une offre ou deux à traiter, premièrement. Et deuxièmement, si, exemple, on affiche le prix, justement, le prix payé est plus cher, est-ce que si, exemple, on s'attarde au prix affiché, est-ce que si les gens payent moins cher, ça va être encore le prix affiché qui va valoir? Je comprends que la réflexion va être non, mais c'est comme de dire que le problème, c'est que le courtier a un intérêt direct. Oui, il y a eu des cas, c'est une minorité, où ça a été démontré qu'il y avait blâme, mais je pense qu'en général, le problème n'est pas là. Le problème est un marché où il n'y a pas assez d'offres versus la demande. Et ça, c'est à ça que Québec solidaire et les autres partis devraient s'attaquer. Le droit de réplique, M. Clich-Rivard? Je pense pas honnêtement que c'est une question de réplique, dans le sens où, je veux dire, l'idée là ici, c'est d'aller chercher des façons de diminuer la pression. Pour ce qui est de la construction et de l'avantage d'offres, moi, il n'y a pas de problème. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on ait davantage d'opportunités là-dessus. Pour ce qui est plus de transparence, je pense qu'on était d'accord. Pour ce qui est de dire que les courtiers sont responsables de tout, c'est pas ça qu'on a dit non plus. Là, moi, je pense que j'ai un propos assez nuancé qui amène des propositions puis des discussions qui sont importantes à avoir. On en a parlé tantôt là, d'un jeune courtier qui voulait lancer la discussion du taux à 1,25. Ça semblait être un tabou, on pouvait pas aller là. Il faut qu'on soit capable de jaser, il faut qu'on soit capable de parler des deux spectres, des deux côtés de la politique, à gauche, à droite. Il faut qu'on ait trouvé des solutions pour les gens.
C'est ça qui va être absolument important. Puis des réformes, qu'on les fasse pour les ingénieurs, pour les politiciens, pour les courtiers, allons-y, faisons-les s'il faut les faire. Si l'intérêt du public va dans ce sens-là, mais ça ne nous empêchera certainement pas de regarder là où on pense qu'il pourrait avoir des améliorations. Puis là où on pense que peut-être qu'effectivement, si on agissait autrement, on pouvait aller chercher un petit peu de sous pour les gens qui payent bien cher. Puis si après ça, écoutez, le constat, là, au bout de 5-10 ans, c'est que ça n'a pas changé grand-chose. Bon, on pourra se reparler. Mais là, à force de répéter les mêmes affaires, puis avoir le marché qui continue de surchauffer, puis avoir les gens qui continuent de payer souvent 10, 15, 20 000, 30 000, j'ai pas mis la faute des courtiers là-dessus pour autant. J'ai juste dit que c'est ça qui se passait. Ben là, les gens, eux autres, ils en arrachent, ils le financent. Souvent, ça se trouve à des prêts hypothécaires qui sont encore plus élevés à mensualité. On pourra parler des banques après. Moi, j'ai pas d'enjeu là-dessus non plus. Oui, mais M. Clich... C'est difficile en mensualité pour les gens. M. Clich, vous dites ça, mais en contrepartie, la solution que vous amenez actuellement, c'est de dire que la commission des courtiers devrait être basée sur le prix affiché au lieu du prix payé, sans amener autre alternative ou autre volet. Moi, je trouve que ça se limite à dire que... au contraire... je m'excuse, ça se limite à dire que vous faites porter aux courtiers ce fardeau-là du marché. Aujourd'hui, il y a un éventail, je pense, de 5 ou 6 positions. Là, on est resté sur celle-là. Elle est prête à la discussion. Moi, je comprends pas pourquoi du côté du courtier, on se braque. Là. C'est ça aussi la question. On peut avoir des discussions. C'est le rôle de l'Assemblée nationale d'avoir des discussions. Je veux dire, nous, on a été élus démocratiquement là, par un comté dans une représentation. Puis là, on soulève des questions. Là, on se fait attaquer de la part de personnes qui trouvent qu'on ne devrait pas avoir ces discussions-là. Moi, je suis désolé, en société démocratique, la place de la discussion va être importante. Puis on a le droit de pas d'avoir des points de vue similaires sans faire d'attaque personnelle. Je suis d'accord, Je pense qu'on va pouvoir avancer là-dessus avec une discussion qui va être sereine et saine au bénéfice de tout le monde. Puis après ça, on tranchera, puis on prendra les conclusions nécessaires. Et la situation actuelle, le statu quo actuel de dire que ça fonctionne, moi, je peux pas tout de suite avaliser ce propos-là. Je pense qu'il faut qu'on regarde pour faire mieux, puis je pense que ça va être important qu'on aille faire mieux pour l'avant. Bien, justement, il y a des réactions quand même sur la messagerie. Il y en a qui parlent, vous parlez pas des frais reliés aux agences. Ça aussi, ça peut faire partie du pourcentage. Yannick Parent, c'est quelque chose qui irrite les gens pas mal, là. Les frais d'agence, c'est parce que effectivement, les frais d'agence, les gens oublient, un courtier immobilier au Québec peut payer entre 10 et 25 000 de frais d'agence annuellement, OK? Puis aussi, oubliez pas, je me ferai pas le défenseur. Je suis en partie d'accord avec ce que M. Clich dit, puis comme j'ai dit au départ, je suis ouvert à ce qu'on revoie des choses, évidemment, dans tous les domaines, OK? Puis j'essaie d'être le plus impartial possible quand je parle comme ça, mais les frais d'agence, c'est une réalité pour les courtiers. On est 17 000 au Québec et je réitère, des gens qui n'arrivent pas à vivre de ce mode. En fait, la majorité n'arrive pas, elles doivent avoir 2 jobs, en fait, pour arriver dans ce domaine-là. T'sais. Je comprends, mais en même temps, là-dessus, puis c'est drôle parce que c'est un autre sujet pour moi, une autre petite obsession, mais on parle de transparence. Puis tu sais, justement, on peut dire des pourcentages, plus c'est 1,25, puis là, son agence, il trouvait que c'était bien fâchant, puis là, la commission du courtier acheteur, là, qui est apparemment 2%, puis ça, on peut pas y toucher. Tu sais, c'est comme un genre de le veau sacré là, du 2% de l'acheteur, que personne ne peut vraiment m'expliquer pourquoi c'est ce chiffre-là, puis pourquoi ça peut pas varier. Ça peut varier en passant, Francis. Oui, mais tu comprends, je veux dire, je n'ai acheté puis vendu des dizaines de maisons. Là. Des dizaines? On me passera pas un sapin à moi. Là, mais... Okay. Puis après ça, t'as les agences, puis après ça, t'as les bannières, puis comme tout le monde se graisse lourdement la patte, là, puis tu sais, ça fait 10 ans, là, ça fait plusieurs fois que je répète ce chiffre-là, les maisons ont doublé de valeur. Puis là, on me dit, c'est compliqué de courtier. Simonac, là, il y a de l'Internet, il y a des plateformes, il y a comme... S'il y a de quoi, c'est plus facile, là, tu sais. C'est pas vrai. Ça, Francis, dis pas ça, Francis. Que ça mérite 2 fois plus de salaire qu'il y a 10 ans pour la même job. Mais c'est pas une question d'outils, c'est une question d'accompagnement, puis c'est une question aussi de faire les bonnes choses avec les gens dans ce domaine-là. Les gens ont toujours le libre choix de le faire par eux-mêmes, comme Isabelle le fait, mais il y a des gens qui vont avoir besoin d'être accompagnés. Puis ça, l'accompagnement est le même avant la pandémie et aujourd'hui. Tu sais, ça n'a pas changé. Les outils sont là. Mais pourquoi ça mérite 2 fois plus d'argent? Mais tu peux pas dire, tu peux pas dire que c'est plus facile de faire la job aujourd'hui parce que ça, c'est pas vrai. C'est également facile. Pourquoi ça mérite soudainement 2 fois plus de rémunération à travail égal? Mais non, mais ça, là-dessus, Francis, je suis pas en désaccord avec le fait qu'à un moment donné, de revoir le mode puis je l'ai dit la semaine passée, de revoir le mode, d'être sujet à avoir une rétribution pour un courtier qui est différente de celle qu'on connaît depuis des années, puis que les gens se braquent, puis que ce soit fermé. On ne s'aide pas comme industrie dans ce cas-là. Ça, je te suis. Mais je suis pas prêt à dire que c'est plus facile aujourd'hui d'être courtier. Je te dis, Francis, on est toujours, les courtiers immobiliers, une longueur de bras de se faire poursuivre parce que les lois sont de plus en plus là. Et en passant, Francis, au Canada, le Québec est la province où le courtage immobilier est quand même le plus réglementé.
le plus réglementé, c'est au Québec. Imagine les autres provinces. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait pour autant, mais c'est une des provinces où on a un cadre juridique qui est le plus serré au Québec. Fait en quelque part, il ne faut pas non plus faire de généralité. On a Caroline qui est au téléphone. Salut, Caro. Oui, bonjour. Caro, ça vous fait réagir, cette discussion-là? Moi, je suis très, très sensible à ce qui se dit pour justement les maisons, mais il faut penser aussi qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui sont dans le domaine de la location. Puis, moi, j'ai vécu ça, là, il y a quelques années. J'ai dû passer par une firme de courtage là, de l'immobilier pour pouvoir accéder à un appartement. Puis, il restait un peu moins de temps aussi. Là. Il restait peut-être un mois et demi. Puis, qu'est-ce qui se passe, c'est que ce que j'ai pas aimé, c'est que j'ai dû faire une proposition là, de loyer. Puis, je sais que j'ai été retenue, tout ça, puis j'avais tout complété à leur demande, là. Bon, des photos de mon appartement, un texte sur moi, tout ça. C'est quoi votre enjeu? En gros, c'est que après ça, ils sont organisés pour qu'on visite l'appartement à plusieurs. Pour montrer qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées. Vous sentiez qu'il y avait de la pression? Vous sentiez de la pression pour louer? Oui. Ensuite, ils nous ont demandé de renchérir notre offre. Sinon, on risquait de perdre l'appartement. Donc, c'est la surenchère. À l'aveugle, évidemment. Oui, exactement. Exactement. On savait pas du tout combien qu'on était, puis qu'est-ce que les autres avaient l'intention de mettre ou quoi. Là. Mais moi, j'aurais aimé, un peu comme au BSVQ, là, qu'on sache, les gens ont offert combien, puis finalement, on verrait, on aurait des preuves de ça, là, combien les gens ont payé d'avance. Combien de temps, Merci beaucoup, Caroline, d'avoir appelé. Merci d'avoir témoigné. Yannick Parent, ce témoignage-là pour la location, vous t'en pensez quoi? Ben, c'est éloquent, c'est une réalité, elle a raison, là, c'est que même les locations, il y a été un moment où on arrivait avec, exemple, 10, 15 personnes qui veulent louer un logement. Puis oui, c'est vrai que les courtiers immobiliers peuvent travailler en location aussi. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas, c'est pas juste à la vente. Puis là, tu te retrouves un peu dans le même principe, c'est que tu te retrouves dans une situation où il y a un logement qui est là, il y a 10 personnes qui veulent le visiter, puis à un moment donné, ben écoute, c'est plate, mais c'est allé au plus offrant, tu sais. Puis elle a dit courtier qui nous met de la pression. Ouais. Ça, tu l'interprètes comment? Ben, c'est quoi? C'est possible aussi que quelqu'un Moi, dans tous les contextes de surenchère que j'ai eu avec des clients, il n'y a jamais personne qui n'a pas senti de pression parce que veut pas, t'es en situation de stress parce que tu convoites quelque chose, puis là, tu es obligé d'offrir plus. Tu sais pas quel montant tu vas offrir pour être capable de l'avoir aussi, fait que ça génère du stress. Moi, ce que je dis aux gens qui sont dans cette situation-là, respectez-vous là-dedans. Si vous avez un courtier qui travaille avec vous, justement, regardez les comparables. Si vous jugez que vous payez trop cher puis vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ben reculez, il y aura autre chose par la suite. Est-ce que, mettons, toi, tu vends ou tu loues une propriété, là, tu pourrais pas, toi, proactivement les dire les montants? Je sais pas, te faire un petit Google Doc, là. Voici les 5 offres reçues, sans dire les noms. Là, mais tu sais, t'en parles. Ça, c'est illégal d'être transparent dans cette industrie-là. Tu sais, c'est quand même... Actuellement, t'as une façon de dire les gens. Je sais, il est très... Puis y a-tu quelqu'un qui a une camomille à donner à Non, mais c'est bon. Mais moi, j'aime ça. Je trouve qu'on est... Puis prends-le pas. J'aime ça en découdre avec toi parce que je trouve ça intéressant. Puis je sais pas si, à part... T'as-tu déjà fait une formation comme avocat au-delà d'économiste? Mais tu sais que j'ai fait la formation du collège de l'immobilier puis que j'ai passé les examens de l'OACQ. Comme je te dis, là, je suis économiste. Mais genre, je te jure, puis je l'ai vendu et acheté 21 propriétés. Fait que tu sais, comme je te dis, I know the game un petit peu. Mais ce que tu me dis, dans ta question, il y a une sous-question, puis je me permets, puis je veux pas te mettre des mots. Vas-y. Ben, tu dis, écoute... Puis après ça, on va clore la discussion, les boys, OK? Oui, absolument. Tu dis, écoute, est-ce qu'il y a moyen d'avoir plus de transparence? Est-ce qu'il y a moyen d'être transparent dans cette industrie-là? Je pense d'en avoir plus, on gagne. Est-ce que la majorité des gens, tu sais, Francis, t'en as vendu, est-ce que je vais te poser la question, parmi les 10 transactions que tu as faites, est-ce que tu es tombé dans un contexte une fois que tu as fait affaire avec quelqu'un qui était malhonnête? Pas que je sache, mais... OK. Mais je comprends. Ce que je veux dire par là, tu réponds un peu à ma question, c'est que oui, on pourrait avoir plus de transparence et non, présentement, la loi interdit un courtier de dévoiler le contenu d'une promesse de location ou d'achat. C'est ce côté-là qui pourrait être effectivement... On a Martin, mot de la fin. Martin, en terminant. Salut, Martin. Oui, salut. La discussion te fait réagir? Oui, ben c'est ça. C'est en parlant d'agents immobiliers, justement. Tu sais, moi, ça me fait penser beaucoup à dans
dans mon coin où je reste, dans ma ville, je pense qu'il y en a 2 comme conseillers municipaux que le mari, leurs conjoints ils ont des compagnies de construction. Puis eux, ils achètent tous les terrains, puis ils bâtissent des duplex, des locations, puis des locations, puis des locations, puis des duplex. Fait que nous, on n'a aucun... Dans le fond, c'est toute la ville est en train d'appartenir aux mêmes personnes qui sont à l'hôtel de ville. Ouais. Puis c'est tous des agents immobiliers, puis on est même pas capable... Mettons, exemple, que j'ai un ami qui veut déménager dans mon coin, il est même pas capable d'acheter une maison parce que il saute sur la maison puis sur le terrain avant même qu'il soit en vente. T'es dans quel coin, Martin? Peux-tu nous le dire? La Rive-Sud de Montréal, là, okay. proche des douanes. La Rive-Sud de Montréal, proche de la colle. Donc ça, vous avez l'impression de vous en faire passer une petite vite. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, c'est impossible. Il y a personne qui est capable d'acheter de terrain. Il y a personne qui est capable d'acheter de maison. Les prix ça tombe tout de suite en vente avant même que ça tombe en vente. C'est pas des prix, c'est du délit d'initié. C'est que les prix sont exorbitants. On n'est pas capable d'acheter, là. C'est impensable. Rapidement, Yannick, en terminant. Ben non, mais tu sais, c'est une question que je voulais apporter avec vous à un moment donné dans une chronique, parce que c'est sûr que quand tu es élu municipal, puis en plus, tu as un droit de regard sur les terrains, le développement de ta région, puis en l'occurrence, tu fais partie des gens qui convoitent ou qui achètent des terrains. Écoute, si on parle de conflit d'intérêts depuis tantôt, à mon sens, à moi, ça m'apparaît ça, dans la famille des conflits d'intérêts. Maintenant, il y a des instances, je le répète, j'ai dit tantôt, pour cet auditeur-là, il y a l'OACQ qui veille à la protection du public. Donc, c'est quelque chose, il y a un cas où des gens peuvent signaler des choses, ils jugent que c'est normal. Merci Martin d'avoir appelé. Merci Yannick Parent également pour ce débat animé aujourd'hui. Merci à Guillaume Clich-Rivard qui était là, député de l'Assemblée nationale de Québec. On reprend ça la semaine prochaine. Semaine prochaine, jeudi.